Autrement dit, les hommes sont des êtres vivants qui se représentent leurs appétits et qui imaginent les moyens pour les satisfaire. Les voies qu'ils suivent sont diverses, plus ou moins sages et lucides, mais tous suivent un processus naturel. Cette conception implique une critique radicale de l'idée de libre arbitre. En effet, lorsque nous croyons décider indépendamment de toute détermination, de faire ceci ou cela, lorsque nous nous imaginons agir comme une cause absolument première, nous rêvons les yeux ouverts. C'est parce que nous avons conscience du but de notre action, mais que nous ignorons les mécanismes psychologiques et corrélativement les mécanismes neurologiques que nous croyons agir librement. Si une pierre, tombant sans rencontrer d'obstacles, suivait sa trajectoire naturelle en vertu de la loi de la chute des corps, et si cette pierre était consciente d'elle-même, ne croirait-elle pas agir librement? Le conatus de cette pierre est identique à sa vitesse croissante, en langage plus moderne à son énergie cinétique. Ce n'est que si la pierre rencontrait un autre corps, déviant sa trajectoire, ou si elle était arrêtée, que sa puissance d'agir était empêchée, si elle en avait conscience, c'est seulement à ce moment-là qu'elle se sentirait contrainte ou assujettie à une force extérieure supérieure. L'homme est comme cette pierre. La force avec laquelle l'homme persévère dans l'existence est limitée et surpassée infiniment par la puissance des causes extérieures. Ce constat réaliste, sans concession, qui paraît triste, est nécessaire afin de prévenir toute tentation vers un idéalisme actif, qui est pire. Il ne faut nullement en conclure que nous sommes semblables en tout point à des pierres ou à des morceaux de lave sur la Lune, pour reprendre l'expression de Fichte, car nous sommes bien plus complexes que les pierres. Notre corps est formé d'une multiplicité d'éléments et cela nous donne une puissance d'agir infiniment plus grande. De plus, nous pensons, et quand nos idées sont inadéquates, elles n'en sont pas moins des modes d'exister infiniment plus riches que celui des pierres. Il faut donc sortir du faux dilemme, ou bien l'idéalisme actif ou le fatalisme passif. Il est faux de se forger un adversaire caricatural, inerte, immobile et aussi stupide qu'un rocher. Mais Don Quichotte n'est-il pas un personnage super actif dans sa lutte désespérée contre les moulins à vent? Peut-être vaut-il mieux savoir prendre le vent ou la vague, et puis joyeusement en plus, que d'être ce chevalier à la triste figure. Alors bien vivre et chasser la mélancolie. Tout ce qui augmente la puissance d'exister rend heureux, et tout ce qui la diminue rend triste. Il est naturel de fuir la tristesse. Le conatus, c'est l'énergie du désir qui fait durer. Or, le désir nous fait rechercher ce que nous jugeons bon et utile. La volonté est de l'ordre d'un effort intellectuel quand nous sommes attentifs, quand nous exerçons à réguler nos pensées, mais quand cet effort, conatus, se rapporte aussi bien à notre esprit qu'à notre corps, c'est le désir à proprement parler. Or, nous ne sommes pas de purs esprits, et notre complexion, notre nature singulière, est déterminée par ce conatus complet, effort physique, moral et intellectuel. Nous croyons aspirer aux choses parce qu'elles sont bonnes, mais nous les avons jugées telles parce que nous les désirions déjà. Par conséquent, quelque chose nous échappe dans le mécanisme du désir. Nous avons conscience de nos appétits, mais nous en ignorons les causes. De là vient que nous nous trompons souvent et que nous désirons ce qui va causer notre malheur. D'où vient que les hommes luttent pour leur esclavage comme s'il s'agissait de leur salut? Il s'agit de comprendre les causes de la servitude volontaire, au lieu de s'en gausser ou d'en faire le procès moral. Le conatus humain se rapporte non seulement au corps et à ses besoins, mais à l'esprit, capable de mémoriser les expériences heureuses, les moments agréables et d'en imaginer d'autres, de fantasmer sur les possibilités nouvelles, de calculer ses chances d'y parvenir, de comparer ses biens à ceux des autres. À la différence de l'appétit animal, le désir humain est indéterminé et extrêmement labile. Il peut se fixer sur toutes sortes d'objets. Donc, l'homme est inajusté à son utile propre. Il peut facilement s'en écarter et dérailler. Ainsi font ceux qu'obnubile une passion dévastatrice, comme l'amour du jeu, de l'argent ou du pouvoir. Dans ce genre de délire, au reste non seulement toléré, mais bien encouragé par une société fondée sur la domination et la compétition, sans limite, le désir ne porte plus alors sur un objet déterminé, mais sur l'imitation du désir des autres. Ainsi se développe un système des conatus captifs, tous orientés vers un but, le désir de faire quelque chose que tout le monde désire faire, devenir riche et célèbre, dominer les autres, se libérer de tout scrupule et agir en fauve solitaire dans l'espoir d'être le plus fort. Ce but n'est qu'un leurre, grâce auquel le système fait faire aux hommes ce dont il a besoin pour se perpétrer et se développer, se mondialiser. Ils croient faire, mais on leur fait faire, et ils sont refaits. Car la joyeuse espérance initiale de l'emporter cède tôt ou tard à la fluctuation de l'âme déboussolée, prise entre la crainte
et l'ultime espoir de tirer son épingle du jeu, si ce n'est d'arriver au désespoir extrême d'avoir raté sa vie. Alors, face à ce désastre, il est vain de pleurer. Mieux vaut pour chacun connaître les ressources de son propre conatus. Vivre exige une stratégie, la stratégie du conatus.